Bonjour à vous pèlerins du web. Avec la vidéo précédente sur la culture Maïkop, nous sommes entrés dans le monde indo-européen. Nous avons postulé que ce monde s'est bâti sur le triptyque pratique de l'équitation, maîtrise de la métallurgie du bronze, abandon de l'agriculture pour le choix d'un nomadisme pastoral exclusif. Dans cette vidéo, nous traitons de la première culture reconnue comme cavalière, la culture Botaï. Les cultures régionales qui ont précédé Botaï sont à l'ouest la vieille culture de Samara, qui a évolué de moins 5200 à moins 4200 dans la vallée moyenne de la Volga, que nous avons identifiée comme la première culture ayant des rapports particuliers aux chevaux. La culture de Xvalenx, qui a évolué de moins 5000 à moins 3700, d'origine ciscaucasienne et qui viendra absorber Samara. On notera que Botaï s'individualise plus à l'est au moment où disparaît Xvalenx. La culture ciscaucasienne de Maïkop, qui a évolué de moins 3700 à moins 3000, pratiquement concomitante de Botaï et qui viendra y chercher la pratique de l'équitation. La culture de Yamna, qui a évolué de moins 3500 à moins 2300 et qui, lors de son expansion vers l'est, pourrait être une des causes de la disparition de Botaï. Nous traiterons de Yamna prochainement. Au nord, les fameuses cultures chasseuses-cueilleuses finno-ougriennes que nous avons évoquées dans la vidéo La Fantastique Histoire, vidéo 8-12. On rappelle que ces cultures paléolithiques sont les premières identifiées comme ayant vécu dans des colonies fortifiées dès moins 6000 sur la rivière Amnia. Plus à l'est de ces dernières, jusqu'au-delà des fleuves Yenisei et Lena, se trouvent des tribus sibériennes et amérindiennes. À l'est, on trouve la culture de Afanasievo, qui a évolué de moins 3300 à moins 2400, que nous traiterons après celle de Yamna. Tandis qu'au sud, dans le vaste bassin endoréique entre Caspienne, Aral et lac Balkhash, s'étendent les vastes steppes désertiques, entrecoupées par les forêts claires ripariennes d'Asie centrale, véritables galeries végétales que l'on nomme Tougaï. Ces forêts-galeries bordent les grands fleuves d'Asie centrale, en particulier le Sir Daria et l'Amou Daria. Elles abritent une faune diversifiée, en particulier des tigres, des lions, les antilopes saïgas et des renards roux. Malgré l'existence de ces longues galeries de verdure, cette zone de l'Asie centrale est principalement désertique et forme un verrou vers les lointaines Bactrianes, avec pour capitale Bactre, au nord de l'Afghanistan, bâtie entre moins 2000 et moins 1500, considérée comme la première ville indo-iranienne, et dont la légende attribue la fondation à l'orgueilleux et légendaire roi perse Kiamour, après qu'il eût été exilé de Babylone pour avoir défié le Tout-Puissant en voulant bâtir la célèbre et légendaire tour de Babel. La Margiane, entre Parthie à l'ouest, Ari au sud, Bactriane à l'est et Sogdiane avec Samarcande au nord, où se trouve le désert du Karakoum, aussi appelé Porte de l'Enfer, et la Sogdiane, région ouzbèque, dont les vallées alluviales et les oasis sont favorables à l'agriculture, tandis que le reste du territoire, aride, permet seulement l'élevage nomade tel qu'il était encore récemment pratiqué par les Turkmènes et les Kazakhs. Les Scythes, ou Sas, y nomadisaient à l'origine sur un très grand territoire de steppe allant de la steppe pontique dans l'actuelle Ukraine jusqu'à l'est de la steppe eurasienne autour du massif de l'Altaï, aux confins du désert de Gobi, à l'ouest de l'actuelle Mongolie. Ils étaient aussi au contact des colonies grecques de la mer Noire tout à l'ouest et de la civilisation chinoise tout à l'est. Ces trois régions, Bactriane, Margiane et Sogdiane, constituent les portes vers les mondes iraniens et indiens. Les premiers cavaliers. La culture Botaï est une culture du néolithique final qui s'est épanouie en Asie centrale du Nord dans les vastes plaines du Nord-Kazakhstan
entre moins 3700 et moins 3100, autour de sa capitale actuelle, Astana. Sa durée de vie est couverte par celle de la culture de Maïkop, sur laquelle elle aura une grande influence en matière d'équitation, car Botaï est considérée à ce jour comme la plus ancienne culture où cette maîtrise de l'équitation est attestée. Le site de Botaï se trouve sur un affluent de la rivière Ichim. L'Ichim est une rivière du Kazakhstan longue de 2450 km qui coule vers le nord en direction de la Sibérie occidentale russe où elle rejoint l'Irtych. Elle arrose la capitale kazakh Astana. Le site de Botaï compte au moins 153 habitations souterraines. Ce sont des habitations en fosse, relativement grandes et apparemment, du moins pour celles-là, permanentes. Le village a été en partie détruit par l'érosion fluviale, toujours présente, et par la gestion de la zone boisée. Botaï a émergé par transition d'un mode de vie nomade de chasseurs, de gibier et de cueilleurs, à un mode de vie sédentaire avec un régime alimentaire fortement basé sur la viande de cheval. Son mode de vie d'éleveur sédentaire ne répond pas au troisième critère du triptyque indo-européen, ce qui l'exclut de cette qualification. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve de métallurgie, ni du cuivre, encore moins du bronze, dans les colonies de Botaï, ce qui l'éloigne encore plus de la qualification d'indo-européen. C'est, en ce sens, une culture matérielle originale, sédentaire mais sans agriculture. De ce point de vue, on peut la qualifier de mésolithique. Son absence de métallurgie ne lui permet même pas d'être classée parmi les cultures énéolithiques. Seuls les travaux du bois, de l'os et de la pierre sont attestés. Son économie est principalement axée sur la domestication du cheval, sans négliger la chasse et la pêche. À quelques détails près, Botaï restera inchangé au fil de ses 6 siècles d'existence. Le cadre de vie de ces premiers cavaliers était fait de steppes au fort contraste saisonnier. La survie du groupe dépendait étroitement de son adaptation au cycle des saisons. Les implantations, éphémères, faites de huttes semi-enterrées ou de yourtes, servaient à hiverner. Les campements étaient éloignés de 150 à 200 km l'un de l'autre, afin de disposer chacun d'un espace suffisant pour contrôler leur propre cheptel de chevaux. Au printemps, les tribus se remettaient en marche vers le sud-ouest où, migrant à travers le vaste bassin endoréique régional, elles retrouvent un sol sableux, libéré par la décrue des fleuves et où une végétation régénérée assurait le retour du gibier. Elles construisaient alors des yourtes éphémères, chassaient et commençaient à entreposer des provisions pour l'hiver suivant. Les données archéologiques confirment que les Botaï étaient des pasteurs semi-sédentaires et qu'ils possédaient des chiens domestiques. Bien que contemporains des cultures métallurgiques de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze ancien dans d'autres parties de la steppe eurasienne, en particulier la culture de Maïkop que nous avons traitée dans la vidéo précédente, il n'y a aucune preuve de métallurgie dans les colonies de Botaï. Les outils étaient fabriqués à partir de pierres et d'os de cheval. Les outils en pierre sont au départ des microlithes, comme ceux des cultures chasseuses nomades précédentes, puis la production évolue vers des bifaces plus grands. Les poteries de cette culture avaient des formes simples, la plupart des exemples étant de couleur grise et non émaillés, avec des décorations géométriques comprenant des triangles hachurés et des losanges, ainsi que des motifs en marche. Des ponctuations et des cercles étaient également utilisés comme motifs décoratifs. Linguistique et paléogénétique. Les érudits suggèrent que la langue Botaï est originale et ne peut être identifiée de manière concluante avec aucune langue ou famille de langues connues. Par exemple, Asko Parpola, linguiste de l'université d'Helsinki, suggère que le mot proto-ougrien lox, qui se traduit par cheval, est un emprunt à la langue de la culture Botaï. Cependant, Vladimir Napolskik, ethno-historien russe, pense qu'il vient du proto-tokarien, lewa,
traduit par proie ou bétail. D'autres ont émis l'hypothèse que le peuple Botaï aurait pu parler une forme de langue yénitienne. Certaines données linguistiques soutiennent dans une certaine mesure l'existence d'une patrie des Yénitiens dans la steppe d'Asie centrale avant leur migration vers la Sibérie. Les analyses génétiques réalisées sur 5 spécimens de Botaï, dont 4 mâles et 1 femelle, ont révélé une forte affinité génétique avec les chasseurs-cueilleurs de Sibérie occidentale et une source d'Asie de l'Est ancienne, dans des proportions inférieures mais légèrement plus élevées chez les Botaï que chez les chasseurs-cueilleurs de Sibérie occidentale. Il existe des preuves supplémentaires d'un flux génétique mineur d'une ascendance européenne de type chasseur-cueilleur dans le Botaï et chez les chasseurs-cueilleurs de Sibérie occidentale. Ce modèle génétique peut être simplifié en modélisant le Botaï et les chasseurs-cueilleurs de Sibérie occidentale pour faire remonter leur ascendance vers la combinaison d'une population de type chasseurs-cueilleurs de l'Est et d'une population similaire aux premières momies tarim du Xinjiang. On estime que l'événement de mélange a eu lieu vers -7000 avant notre ère. C'est donc dans cette culture improbable que vont apparaître les premiers cavaliers. La domestication du cheval. La domestication du cheval est un des 3 critères qualifiant les cultures indo-européennes. Même si d'aucuns rattachent cette qualification à la linguistique, la part de l'équitation est essentielle pour comprendre le phénomène indo-européen. Le cheval est appréhendé depuis l'époque de Samara en -5200, mais il servait surtout à l'alimentation et pour les sacrifices à visée funéraire. Les cultures Xialenx et Repin, dès -5000, suivront cette coutume et utiliseront le cheval comme animal de bât et de trait. Repin en fera même un usage commercial en exportant cet animal dans le sud ciscaucasien, voire au-delà, en Transcaucasie. Par la suite, les cultures de Srednistog, antérieures à Botaï, car évoluant entre -4400 et -3900, à tendance guerrière, et celles de Maïkop, contemporaines de Botaï, à tendance commerciale et pasteur nomade, feront un usage plus intensif du cheval, mais pas encore pour l'équitation. Vers -3700, après un épisode de sécheresse par réchauffement climatique, le climat des steppes d'Asie centrale se fait plus humide et la végétation se diversifie. L'herbe atteint une hauteur de 2 mètres et dans ces hautes steppes, les chevaux, qui sont les ancêtres des chevaux actuels de Przewalski, y trouvent des circonstances idéales pour se développer. Leur hauteur au garrot leur permet de voir au-dessus des étendues herbeuses, et celles-ci regorgent de gibier et leur offrent de quoi satisfaire leur subsistance. Ce qui fait que, bientôt, le cheptel sauvage se compte par millions. Pour les capturer et les garder, il devenait indispensable à l'homme de les monter. Au début, on les chasse en bande, et il faut reconnaître un certain degré de stratégie et une grande habileté dans le maniement des lances pour les atteindre. Il arrive par bonheur qu'on en capture, et on essaye alors de les apprivoiser. On leur fabrique des enclos, et, la nature œuvrant, il se trouve qu'à l'intérieur de ces enclos, un mâle et une jument s'accouplent. Dès lors, le poulain va faire l'objet d'une entrée dans le processus de domestication. La domestication explique la différence morphologique entre les chevaux sauvages et les chevaux domestiqués. Rappelons-nous que domestiquer n'est pas apprivoiser. On n'apprivoise que les animaux sauvages, et ces derniers gardent leur caractère sauvage tout au long de leur existence. Au contraire, la domestication dénature le caractère sauvage de l'animal. Dans ce cas, dès sa naissance, l'animal n'est plus destiné à évoluer dans son milieu naturel. Dès sa naissance, il est élevé en enclos et on lui apprend des postures qui conviennent à son utilisation au service de l'homme. Pour le transport, pour l'attrait, la boucherie, la laiterie, la fromagerie, la production de cuir pour confectionner des gourdes, des bâches, des vêtements, etc. On parle alors d'élevage.
Cette dénaturation fait qu'au fil des générations, l'animal se transforme morphologiquement, sans compter par ailleurs la sélection variétale qu'on lui applique, pour les besoins de la cause, comme par exemple la recherche du meilleur étalon, la sélection des individus les plus robustes, les juments les plus productrices de lait, etc., etc. On sait que l'élevage débute vers -8000 pour les bovins, les caprins et les ovins. Les changements morphologiques se font manifestes au bout d'un millénaire d'élevage. C'est ainsi que chez les bovins, le roc deviendra le bœuf, et que chez les ovins, le mouflon deviendra le mouton, avec le mâle bélier, la femelle brebis et le petit agneau. Rappelons pour mémoire que le plus vieil animal domestiqué fut le loup, et qu'il devient chien vers -33 000. Notons enfin que le milieu où se pratique l'élevage change lui aussi. Ainsi, la domestication des chèvres a engendré un recul des zones arborées au profit des buissons et du maquis. La domestication entraîne donc des modifications concomitantes à la fois de l'animal lui-même et de l'écosystème. Selon le chercheur américain David Anthony, 10% des dents de chevaux de bataille examinées portent des traces de mort, ces derniers étant soit un os, soit une corde de crin torsadée. Aucun mort de cuir ni en métal n'est attesté chez Bataille. La découverte en 2006 de vestiges d'enclos renforce l'hypothèse de la domestication du cheval à Bataille. Autre preuve de l'élevage de chevaux, on a trouvé des traces de koumi, du lait de jument fermenté, sur des fragments de poterie datés de -3600 ans environ. Jusqu'à une date récente, la culture de Sredni Stok en Ukraine était considérée comme la plus ancienne à avoir maîtrisé la domestication du cheval. On estimait ces vestiges à -4000, mais la spectrométrie de masse appliquée sur les vestiges incriminés a ramené cette date à l'âge du fer scythique, c'est-à-dire vers -600. En dépit de leur innovation locale, les peuples de la culture de Bataille ont été envahis et remplacés par des pasteurs indo-européens de la steppe à l'âge du bronze moyen, leurs chevaux étant également remplacés. En soi, Bataille est une culture simple, dans le sens où elle n'est ni commerçante ni guerrière. Elle évolue tranquillement avec un mode de vie à l'amérindienne, de forêts-galeries en oasis à travers la vaste plaine aride de la steppe centrale. Mais ce qui la rend remarquable, c'est qu'elle fut capable de dresser des chevaux sauvages, de les domestiquer et de les monter, ouvrant la voie à un mode de déplacement performant qui va faire le bonheur des civilisations suivantes.